Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 19h17 UTC et aujourd'hui on va attaquer une série de vidéos concernant les nuages. Ah oui, passez les 250 abonnés, les effets spéciaux, ça va monter d'un cran. Allez, c'est parti! Les nuages, eh bien, c'est de la météorologie. Et comme tous les sujets en météorologie, il y a des choses accessibles et il y a des choses plus complexes. Aussi, voici quelques vidéos à avoir vues et compris. Tu les as pas compris, ça va rester complexe. Allez, on commence avec quelques généralités sur les nuages. Un nuage, c'est en fait une masse d'air qui va rencontrer le phénomène de saturation. Et on le sait, quand une masse d'air sature, eh bien, la vapeur d'eau, donc l'eau sous forme de gaz, va se condenser, donc passer à l'état liquide, ou se solidifier, donc passer à l'état solide. Quand on rencontre ce phénomène en altitude, on va généralement parler de nuages, et quand ce phénomène a lieu proche du sol, on parle plus généralement de brume ou brouillard. Un nuage, il va être composé donc de micro-gouttelettes dues au phénomène de condensation, mais il peut aussi être composé de micro-cristaux de glace dus au phénomène de solidification. Dans un nuage, il y a aussi les aérosols. Les aérosols, tu te souviens, on les a évoqués dans ma vidéo sur la composition de l'atmosphère. Ce sont en fait des microparticules d'origine humaine ou naturelle, comme par exemple des cendres ou du pollen. Ces microparticules, on va les appeler les noyaux de condensation. En effet, ce sont elles qui vont faciliter l'agglomération de ces micro-gouttelettes ou de ces cristaux de glace. Pour te donner un exemple de la présence d'eau dans les nuages, eh bien, il faut savoir que la masse de l'eau dans un nuage peut être comprise entre 0,5 g par mètre cube et elle peut monter jusqu'à 5 g par mètre cube. Alors comme ça peut pas paraître énorme, mais si tu prends un gros nuage comme un cumulonimbus, eh bien au total ça peut représenter près de 500 000 tonnes d'eau. 500 000 tonnes, il y a de quoi faire. Voilà, on connaît maintenant quelle est la définition théorique d'un nuage, on connaît également sa composition. Revoyons quelques petits éléments sur la saturation. Ouvrons ici une parenthèse sur la sémantique de la thermodynamique. Ça va pouvoir t'aider en météorologie, mais aussi dans pas mal de sciences. Alors il existe plusieurs types de transformations. Quand on parle d'une transformation isobare, elle se fait en fait à pression constante. Quand on parle d'une transformation isochore, elle se fait à volume constant. Quand on parle d'une transformation isotherme, c'est une transformation qui se fait à température constante. Et quand on parle d'une transformation adiabatique, elle se fait en fait sans échange de chaleur avec l'extérieur. En revanche, sa température et sa pression peuvent varier. Il existe plusieurs manières de saturer une masse d'air. La première, c'est un ajout direct d'humidité à l'intérieur de la masse d'air. C'est par exemple le cas quand une masse d'air passe au-dessus d'une grande étendue d'eau comme un océan. La deuxième manière de saturer une masse d'air, c'est par la baisse de la température. En effet, une masse d'air qui baisse en température, elle peut contenir donc moins d'humidité, elle peut finir par saturer. Et enfin, il y a une troisième manière de saturer la masse d'air, c'est par refroidissement adiabatique, c'est donc par refroidissement de la température et de la pression. Ça, c'est pour la théorie et on l'a vu dans ma vidéo concernant l'humidité. Voyons maintenant quels sont les phénomènes naturels qui peuvent amener une masse d'air à saturer. Il y a d'abord la convection. La convection, on sait ce que c'est. C'est en fait qu'une masse d'air proche du sol, elle est réchauffée notamment par le rayonnement et au fur et à mesure qu'elle se réchauffe, sa masse volumique diminue et elle a donc tendance à monter. En montant, elle va rencontrer des changements et des variations de température et de pression. Elle va donc finir par saturer à ce qu'on appelle le niveau de saturation. C'est à ce moment-là qu'on peut voir apparaître des nuages. Il y a ensuite le refroidissement à la base. Le refroidissement à la base, c'est en fait une masse d'air au niveau du sol qui va être refroidie en température. Sa température baisse, elle peut donc contenir moins d'humidité, elle peut donc finir par saturer. C'est l'exemple typique de la brume ou du brouillard. En effet, tu vas avoir une masse d'air chaude en fin d'après-midi qui va être refroidie pendant la nuit et au matin, eh bien, tu vas voir apparaître la brume ou le brouillard. Il y a ensuite le soulèvement frontal. Un front, par exemple une masse d'air froide, qui va donc être plus dense que l'air chaud, va venir pousser et donc soulever une masse d'air chaude. Ou à l'inverse, un front, donc une masse d'air chaude, va venir percuter une masse d'air froide. Elle va donc prendre en altitude, les conditions de température et de pression vont évoluer, la masse d'air peut donc finir par saturer. Enfin, il y a également le soulèvement orographique. Donc le soulèvement orographique, c'est en fait dû au relief. Une masse d'air va être poussée contre un relief, par exemple une montagne, elle va donc prendre de l'altitude,
les conditions de pression et de température vont changer, elle va alors pouvoir saturer. Il convient maintenant de parler du phénomène de stabilité et d'instabilité. Cette notion elle est très importante parce qu'elle va te permettre de comprendre plus tard, on le verra, les types de nuages, mais aussi leur classification. Pour bien comprendre la stabilité et l'instabilité, il convient de faire un petit rappel sur le gradient de température. Alors on le sait, on l'a vu dans ma vidéo sur la température, en atmosphère standard, on a coutume de dire que la température baisse de 2 degrés tous les 1000 pieds. Mais si tu as l'habitude de suivre mes vidéos, on sait que l'atmosphère standard c'est une référence, mais c'est pas une vérité absolue. Aussi, c'est moins 2 degrés tous les 1000 pieds, c'est une moyenne. Sachant que dans l'atmosphère standard, on ne tient pas compte de l'humidité. En effet, si tu te souviens de ma vidéo sur l'atmosphère standard, eh bien l'humidité est considérée à 0%. Il faut donc apporter quelques subtilités à cette baisse de la température avec l'altitude. C'est à ce moment de la vidéo où il faut s'accrocher. On va donc ici introduire la notion de détente adiabatique, sèche et saturée. On le sait, on l'a déjà évoqué, l'air est un mauvais conducteur de chaleur. Aussi, une masse d'air aura tendance à ne pas échanger de chaleur avec son environnement ambiant. On peut donc considérer que ces transformations sont adiabatiques. Avec l'altitude, la variation de température d'une particule d'air sera donc uniquement due à sa variation de pression, puisqu'elle ne peut pas échanger de chaleur avec son environnement ambiant. Donc plus elle va monter, moins il y aura de pression, donc son volume va augmenter, elle va donc se détendre. D'où le terme de détente adiabatique pour qualifier la baisse de température d'une particule d'air avec l'altitude. Nous avons la détente adiabatique sèche pour une particule donc en dehors des nuages, qui est de moins 3 degrés tous les 1000 pieds. Et nous avons une détente adiabatique saturée, donc comme son nom l'indique pour une particule d'air saturée, qui elle est de moins 1,5 degrés tous les 1000 pieds. Je te mettrai les calculs dans la description de la vidéo, ils sont pas très complexes, mais ici l'important c'est de comprendre la logique plus que le calcul en lui-même. Alors comment se fait-il qu'une masse d'air saturée refroidisse moins vite qu'une masse d'air sèche? Eh bien, dans une masse d'air saturée, tu as un changement d'état de l'eau. La vapeur d'eau va se condenser. Qui dit changement d'état dit production d'énergie, qui dit production d'énergie dit émission de chaleur, qui dit émission de chaleur dit refroidissement plus lent. Pour ceux qui sont un peu moins scientifiques mais plus visuels, il faut imaginer que l'eau au niveau du sol va être réchauffée, elle va emprisonner de la chaleur lorsqu'elle va s'évaporer, et quand elle va en altitude rencontrer le phénomène de saturation, donc la condensation, eh bien l'eau va libérer cette énergie et donc cette chaleur qu'elle a emmagasinée au niveau du sol. Parlons maintenant de deux états, stabilité et instabilité. Donc la stabilité, comme son nom l'indique, c'est une situation pérenne dans le temps où les éléments vont avoir tendance à revenir à leur place. L'exemple le plus couramment utilisé, c'est l'exemple d'une bille dans un bol. Où qu'elle soit lancée, elle va finir par revenir à sa position initiale. Si la bille représente une masse d'air, alors une masse d'air stable a tendance à revenir à sa position. L'instabilité, eh bien, c'est tout l'inverse, c'est une situation qui est non pérenne. Si on reprend l'exemple de notre bille et qu'on retourne le bol, eh bien la bille va partir d'un côté ou de l'autre sans revenir à sa position initiale. Eh bien, c'est la même chose pour les masses d'air instables. Voyons tout ceci plus en détail. Pour faciliter la compréhension de notre exemple, prenons un atmosphère environnant qui suit les conditions d'atmosphère standard. Même si, encore une fois, dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Prenons ensuite une masse d'air dont les particules suivent une détente adiabatique sèche, donc de moins 3 degrés tous les 1000 pieds. Imaginons que les deux masses d'air au niveau X aient une température de 15 degrés. Appliquons à chacune d'elles leur décroissance respective au niveau X plus 1000 pieds, donc moins 2 degrés pour l'atmosphère ambiante et moins 3 degrés pour notre masse d'air. Nous obtenons donc 13 degrés pour l'atmosphère environnante et 12 degrés pour notre masse d'air. On constate que notre masse d'air est donc plus froide que l'atmosphère environnante, elle est donc plus lourde, elle va avoir tendance à redescendre. On peut donc la considérer comme stable puisqu'elle a tendance à retrouver sa position initiale. Une masse d'air stable a donc peu de développement vertical et il en va de même pour les nuages qu'elle produit. Nous approfondirons ça dans ma prochaine vidéo. Prenons maintenant un autre exemple. Imaginons que notre atmosphère ambiante ait une décroissance de 4 degrés tous les 1000 pieds. Conservons notre masse d'air à la détente adiabatique sèche de moins 3 degrés. Réappliquons nos calculs sur l'un et l'autre, et l'on constate que notre masse d'air est plus chaude que l'atmosphère ambiante, donc moins dense, elle va donc avoir tendance à continuer sa montée.
On peut donc considérer que notre masse d'air est à ce moment-là instable, puisqu'elle ne va pas revenir à sa position initiale. On peut donc en conclure qu'une masse d'air instable a un fort potentiel à développement vertical, ainsi que les nuages qu'elle engendre. Donc tu vois, avec les mêmes propriétés, une masse d'air peut à la fois être stable ou instable, puisque cette notion est en fait par rapport à un environnement, par rapport à une atmosphère ambiante. Ne t'en fais pas, nous approfondirons tout ça dans ma prochaine vidéo et nous verrons notamment le cas avec la détente adiabatique saturée. Ici, il s'agit d'exemples. Mais ce qu'il faut retenir de la situation, c'est qu'une masse d'air instable, c'est une masse d'air qui va se refroidir moins vite que l'atmosphère ambiante. Une masse d'air stable, c'est une masse d'air qui va se refroidir plus vite que l'atmosphère ambiante. L'atmosphère est en fait composée de successions de masses d'air stables et instables. Je te mettrai dans la description de la vidéo quelques liens pour approfondir tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est très important d'être familier avec toutes ces notions de stabilité, d'instabilité, de saturation, puisque ça va te permettre de comprendre les nuages, mais ça va également te permettre de comprendre leur classification. La classification des nuages, ce sera d'ailleurs l'objet de ma prochaine vidéo. Et dans une troisième partie, on verra quels sont les dangers que peuvent représenter les nuages pour l'aéronautique. D'ici là, je te dis porte-toi bien et à très bientôt. Now go!